L'association de canot-camping du lac Témiscamingue vous présente une page d'histoire de l'école secondaire Sainte-Marie, l'expédition Apollo. Cette année, je pense qu'il est... Ah oui? Oh, I will put it there. Two somewhere. Or should I bring that back a little closer? Les autres étaient dans la baie du Son, ils descendaient. Il y avait quatre bateaux, ils descendaient. Les Français, eux autres, étaient à Montréal. Là, tu comprends, ils se faisaient prendre le fourrure, hein? Ils achetaient les Indiens. Le chevalier de Troyes, il dit, on n'en montrera pas par le trajet possible. Get out of the camera though.
Monsieur Pierre Côté, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Onge, je vous servez ici. Monsieur Pierre Côté. Dans notre belle région du Témiscamingue, en direction de Beijing. En 1986, l'expédition Apollo s'est donnée comme but de recréer un abrégé de ce trajet pour ainsi honorer nos ancêtres et nous rapprocher de notre histoire. Pour nous aider à souligner cet événement, nous avons parmi nous de nombreux dignitaires qui nous parviennent d'un peu partout en province. Leur présence, ainsi que la vôtre, démontre que notre histoire nous unit et que nous aussi, en cette soirée du 17 juin 1986, nous aussi nous passons à l'histoire. Donc c'est ainsi que j'aimerais signaler la présence de certains dignitaires et je vous demanderai de vous identifier, si c'est possible, dans la foule. Monsieur Léo Desmarteaux, qui est le coordonnateur des services en français au ministère des Affaires civiques et culturelles. Le père Dona Martineau, au Blas, historien. Le père Firmin Lafont, curé de la paroisse Sacré-Cœur et délégué de Monseigneur Jacques Landriot, diocèse de Timmins. Je ne le vois pas, Firmin. Madame Cathy Ryan remplaçait son époux, David, notre membre de la législature ontarienne. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis Madame Cathy Ramsey. C'est la nervosité derrière une minute. Madame Alice Grégoire Bourdeau, présidente provinciale de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Monsieur Michel Grandmont, du Centre culturel Artem. Monsieur Michel Henry, régisseur au Parc national Fort-Témiscamingue. Monsieur Roland Lachapelle, maire du canton de Casey. Madame Diane Rivet, représentante du conseil scolaire du Témiscamingue. Monsieur Claude Gagnon, chargé de recevoir l'expédition à Galichan. Est-ce que Monsieur Gagnon est parmi nous? Madame Jeanne d'Arc Gauthier, du comité consultatif de langue française. Et notre sœur Janine Armstrong, directrice de l'école secondaire Sainte-Marie. Donc, je passe donc la parole à mon collègue, M. Saint-Onge. Merci beaucoup. Alors, M. Vachon et moi-même allons vous donner un petit aperçu de cette fameuse expédition du Chevalier de Troyes.
Déjà depuis plusieurs années, à travers les sociétés historiques, et notamment la Société du patrimoine de la Abitibi-Témiscamingue ou de la Société du patrimoine du canton de Nédelec, c'est coutume de se saisir d'événements ou de personnages et de les ramener à notre mémoire, c'est-à-dire de les commémorer. Alors, il y a environ 2 à 3 ans, on voyait un tricentenaire, c'est-à-dire une activité assez importante, une expédition majeure dans notre histoire canadienne, nous arriver. Et c'est là que nous avons pensé réaliser un projet quelconque. Alors, ce projet, finalement, étant donné que nous sommes des enseignants, nous avons cru articuler ça autour d'un projet pédagogique. Et j'inviterai M. Vachon de nous en parler. Alors, étant donné que le projet a été conçu dans un milieu scolaire, il était tout à fait normal que les agents de développement qui devaient y participer soient nos étudiants et nos étudiantes. Dans un premier temps, le projet a été conçu pour devenir une activité parascolaire. Alors, de nombreuses heures avaient été mises à la préparation puisqu'il s'agissait d'une activité quand même assez laborieuse. Après avoir préparé les modules nécessaires pour en faire la présentation, soit des modules d'histoire, de conditionnement physique, de géographie, de communication, nous avons fait une présentation à Sœur Janine, notre directrice. Puis lorsqu'elle a entendu nos propos, sa première réaction était « Non, ça ne sera pas une activité parascolaire ». Alors, définitivement, les bras nous ont tombé. On se demandait quelle était la raison de son refus. Mais elle a repris du même souffle en disant « ça va être un cours crédité ». Alors, tout de suite, ça nous a remonté un peu le moral. De fait, même si on était à mi-chemin de l'année, elle a parvenu à en faire un cours crédité. D'ailleurs, le ministère offre un cours en plein air. Il s'agit simplement de l'adapter. Cependant, il a fallu retourner à la table de travail puis mettre par écrit les programmes, élaborer d'abord les objectifs, le contenu et l'évaluation pour que ce soit acceptable pour les programmes. Puis finalement, on a approché les élèves pour savoir qui était intéressé. Au début, on a eu au-delà de 40 élèves qui étaient intéressés vivement au projet, mais étant donné que plusieurs d'entre eux avaient déjà des engagements au point de vue académique dans d'autres sports ou d'autres activités parascolaires, ils ont dû abandonner. Cependant, initialement, on voulait qu'il y ait seulement une quinzaine d'élèves. Alors, on a essayé de leur rendre la vie aussi dure qu'on a pu pour essayer de les éliminer. Mais même à la fin, il en restait encore 21. Alors, à ce moment-là, on a fait une autre demande à Sœur Janine qui nous a accordé encore une fois d'avoir un 4e enseignant qui fait partie de l'expédition. Donc, une fois que les modules ont été terminés, il a fallu les commencer. C'est au mois de mars que le cours a débuté. Monsieur Saint-Onge va vous entretenir sur le développement de chacun des modules. Alors, il y a un module qui a attiré notre attention plus que les autres, c'est le module touchant la section historique. Et je vais juste vous tracer rapidement les grandes lignes afin de comprendre un petit peu l'expédition de 1686. Alors, on sait que les Français étaient installés ou axés sur le Saint-Laurent et à cette époque, il y avait une population d'à peu près 12 000. Donc, la colonie était quand même assez petite. Et l'économie était centrée sur le commerce des fourrures. Mais pendant cette même époque, soit autour de 1668 en montant, les Anglais par mer se sont installés sur la baie de James et ont construit des postes de commerce. Alors c'est à ce moment-là que les commerçants français sur le Saint-Laurent ont constaté qu'ils faisaient moins de profit. Et étant donné que la France et l'Angleterre à ce moment-là n'étaient pas en guerre, c'était difficile d'aller attaquer trop violemment. Donc, le gouverneur a mitigé un petit peu peut-être son action. Il a envoyé quand même 30 soldats réguliers. Et entre autres, le chevalier de Troyes est un soldat, un militaire, c'est un Français, c'est un commandant d'infanterie. Et il était passé ici en Nouvelle-France juste l'année qui précède.
et il dirigeait 500 soldats qui devaient aller mener ou diriger des genres d'attaques punitives chez les Iroquois. Alors le chevalier de Troyes a eu la lourde tâche, d'aller par voie de terre accompagné de 30 soldats et 70 miliciens qui sont des coureurs de bois, des voyageurs. Par voie de terre, dis-je, se rendre jusqu'à la baie James. C'est un trajet qui leur a pris 82 jours pour se rendre à la baie. Et il y avait un mandat bien précis. La première chose que nous avons retracée, c'est qu'ils devaient aller punir un peu les Anglais parce que les commerçants anglais avaient malmené d'autres commerçants français. Donc, dans le mandat du chevalier de Troyes, il s'agissait de régler, disons, des affaires ou faire un petit peu de menace à ce niveau-là. Il y avait un deuxième objectif qui était de construire des postes de commerce. Et d'ailleurs, ils en ont construit un qui est le fort Abitibi, sur le lac Abitibi. Ils ont également arrêté l'expédition 3 jours au fort Matavitchowan, à l'embouchure de la rivière Montréal actuelle. Et le troisième objectif, c'était de s'emparer du traître Radisson qui avait passé aux Anglais et qui était avec son camarade Desgroseilliers les responsables de la fondation de la Compagnie de la Baie du Thon, qui est devenue une compagnie excessivement célèbre par la suite. Donc, c'était les trois objectifs. Et si on regarde, le chevalier de Troyes n'avait pas le mandat d'attaquer les trois forts. Et ça, c'est assez surprenant. C'était peut-être dit verbalement, et sans doute c'était le cas, mais le gouverneur de Denonville n'avait pas écrit ceci dans son mandat pour se rendre à baie James. Alors voici en gros l'expédition de 1686. Ils ont parti de Montréal et puis ils se sont rendus à la baie James, en passant exactement sur la rivière que vous voyez ici, qui est la rivière Blanche. Afin d'expliquer le trajet, j'invite M. Vachon pour nous en faire part. Alors, l'automne dernier, avant d'entreprendre une expédition de cette envergure, il a fallu aller voir un peu d'avance sur le terrain ce qui se trouvait. C'est pour ça qu'il y a eu 4 expéditions préparatoires en 4 fins de semaine différentes. Pour aller reconnaître d'abord les portages, je vous garantis qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas faciles à trouver. Puis passer par les lacs et puis les rivières, les mêmes d'ailleurs que le chevalier de Troyes avait utilisés. À la suite de ces 4 expéditions préparatoires, nous sommes revenus. Nous avons constaté que c'était donc possible de faire le trajet du lac Témiscamingue au lac Abitibi en 8 jours. Alors, nous sommes partis cet après-midi de l'embouchure de la rivière Blanche. Demain, nous continuons sur la rivière Blanche. Nous fauchons à droite sur la Larder. De là, sur le lac Wendigo. Ensuite, sur le lac Raven, ce qui nous amène à la frontière interprovinciale. Ensuite, nous passons sur le lac Buis, le lac Drapeau, le lac Durand, le lac Foudra, le lac Opasatika, jusqu'à la hauteur des terres. À la hauteur des terres, il va y avoir l'érection d'une plaque historique commémorant le tricentenaire du passage du chevalier de Troyes. L'autre côté de la ligne de partage des eaux, là, on espère que notre vitesse va accélérer parce qu'on va descendre avec le courant vers la baie du Thon, vers les Anglais, comme dit l'expression. Alors, nous allons monter sur le lac d'Essera, ensuite par la rivière Canasluta qui nous amène au lac du Parquet et la rivière du même nom qui nous amène finalement au lac Abitibi. C'est le trajet que nous comptons avoir complété dans 8 jours. J'inviterai maintenant M. Saint-Onge à continuer. Alors, une fois le projet approuvé, nous l'avons quand même enrichi passablement. Nous avons rédigé, et dans quelques minutes, vous allez voir le sketch que nous vous présentons. Également, la chanson que vous avez entendue tout à l'heure a été spécialement écrite et préparée pour notre expédition. Et finalement, à toute dernière heure, et puis ça on est quand même très fiers, une subvention assez intéressante du ministère des Affaires civiques et culturelles s'est ajoutée et pour la création d'un film. Et ça, on est fiers. Nous avons en cours de route 4 accueils que nous avons contribué à préparer et c'est la première ce soir ici qui est organisée par l'École secondaire Sainte-Marie. Nous en avons une également à Belle-Vallée demain et je vais laisser la personne invitée à vous en parler tout à l'heure.
Et peut-être la plus grosse des trois sera à Hernfield, où, comme M. Vachon mentionnait, une plaque historique commémorant le passage du Chevalier de Troyes et également les terres de Rupert. Ils ont été terres de Rupert pendant exactement 200 ans, soit de 1670 à 1870. Alors à cet endroit-là, nous croyons que l'activité est fort intéressante parce que c'est une plaque qui sera coulée dans le bronze et qui va demeurer en permanence à la hauteur des terres. Et l'école secondaire Sainte-Marie sera l'école choyée à dévoiler la version anglaise de la plaque. À Saint-Laurent-de-Galichan, c'est la Saint-Jean-Baptiste et là également nous avons un accueil et nous allons visiter la Pointe des Indiens. Et sans doute ce sera un futur parc provincial où les gens là se préparent à faire de cet endroit-là quelque chose de vraiment intéressant au point de vue historique. Alors pour réaliser ce projet-là, nous avons eu premièrement l'appui de notre directrice à 100% et même davantage. Le comité consultatif de langue française a bien reçu notre projet. Le conseil scolaire et plus spécialement M. Miller ont été très attentifs et ont appuyé notre projet et ça, on est vraiment contents. Puis les enseignants et les enseignantes de l'école secondaire Sainte-Marie ont contribué de bien des manières, chansons, chemises, plaques, traductions, tout ce que vous voyez sur le terrain et j'en passe. Alors, c'est là où on est rendu. On a 5 km de fait. On a parti au kilomètre 0 cet après-midi et là, on a 5 km de fait. On en a 175 à faire. Maintenant, j'inviterai Lynn Côté qui va présenter chacun des personnages, leur nom et leur rôle qu'ils jouaient il y a 300 ans. J'inviterai... Je demanderai à tous les canotiers, les voyageurs, les soldats, les commandants de se placer en ligne droite et peut-être d'avancer un pas lorsque Lynn va vous présenter. Donc, les personnages du sketch historique de l'expédition Apollo sont Chevalier de Troyes, dont le rôle est commandant. L'acteur est François Robert. Nous avons Jacques Lemoine, premier commandant, joué par Karen Urtubey. Duchesne de Saint-Denis, commandant, Patrick Lauzon. Iberville, Pierre Lemoine, deuxième commandant, joué par Stéphane Plante. Sieur de Maricourt, rôle major, joué par moi-même, Lynn Côté. Sieur de Lanoux, rôle aide-major, joué par Lisa Robertson. Père Sylvie, notre aumônier, Yves Paillet. Pierre Allemand, commissaire des vivres, joué par Michel Pelletier. Saint-Germain, capitaine des guides, coureur de bois, joué par Sylvain Lacroix. Gédéon de Catalogne, notre ingénieur, joué par Marc Brion. Notre soldat, joué par Ronald Rivard. Sieur François de Chavigny de la Chavretière, commis de la Compagnie du Nord Fort Batabichouane, joué par Donald Maillet. Sieur de Syrie, commis de la Compagnie du Nord Fort Abitibi, joué par Sylvia Miron. Noël Leblanc, notre charpentier, joué par Éric Girard. Notre forgeron, Michel Guilbeault.
notre canonnier, Richard Héroux, notre grenadier, Martin Boisvert, le doc, le chirurgien, joué par M. Dr. Urtubi, Bellefeuille, coureur de bois, joué par Martin Grandmont, Cognac, métis aussi guide, joué par Stéphane Presso. Notre Canadien qui va expliquer le portage, joué par Claude Saint-Georges. Notre autre Canadien qui va nous expliquer comment porter un sac, joué par Yves Lorrain. Nos Canadiens avironneurs, M. Aimé Plante, M. Bélanger, M. Lacoussière, M. Saint-Onge et enfin M. Vachon. Merci bien. Si vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir avec nous un historien qui a marqué l'histoire du Témiscamingue depuis les 50 dernières années. Ce personnage a reçu, dimanche dernier, l'honneur le plus élevé qu'un citoyen, au point de vue historique ou aux recherches du patrimoine, peut recevoir. Dimanche dernier, le 15 juin, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue décernait au père Donat Martineau un honneur digne qui est la médaille d'honneur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et j'inviterai M. Père Martineau à venir nous adresser la parole, s'il vous plaît. Je ne gâterai pas une si belle soirée, si vivante, en parlant trop longtemps. Cependant, j'accepte avec plaisir l'invitation qui vient de m'être faite. Je me contenterai de répondre à une seule question. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Et je mets dans le « nous » parce que nous faisons un bloc ensemble. Moi, je suis naturellement un Québécois du Témiscamingue. Et je me sens chez moi ici ce soir. De même que André Saint-Onge se sent très bien chez lui, puisqu'il est le président de la Société du patrimoine, un canton Nitlec, qui est du côté québécois. Nous sommes donc fondus ensemble. Et c'est basé sur l'histoire. Nous ne pouvons pas séparer le lac Témiscamingue en deux, ni le lac Abitibi. Il y a seulement un lac Témiscamingue, nous en avons seulement un Abitibi. L'évolution politique a voulu que ces lacs-là séparent deux provinces. Mais l'histoire, elle, ne les a pas séparés. C'est pourquoi nous sommes fondus, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un seul bloc. Et j'explique tout simplement cette unité-là que nous avons dans notre histoire. On peut se séparer au point de vue provincial, c'est-à-dire au point de vue politique. On peut se séparer même au point de vue certaines lois, ça se comprend bien, mais dans l'histoire, elle, on ne se sépare pas, nous sommes intimement unis. Et j'explique en quelques mots. Les Blancs sont arrivés ici par le commerce des fourrures, à peu près, on le suppose, dans les années, disons, 1679, 80, qu'importe la date exacte. Et quand ils sont arrivés,
C'était les Français, puisque nous sommes dans la Nouvelle-France ici, et sont installés du côté, aujourd'hui, ontarien, à la rivière Métabetchewan, sur une île disparue aujourd'hui. Quelques années après, le poste était refondé du côté québécois, au fort que nous appelons, à la pointe Fort-Témiscamingue que nous appelons aujourd'hui. C'était en 1720. Et ensuite, ils se sont développés, on l'a insinué tout à l'heure, un poste a été établi au lac Abitibi, cette fois-là du côté québécois encore. Mais quand le chevalier d'Octroi, dont nous rappelons le 3e centenaire du passage aujourd'hui, a circulé ici, là, il passait d'un côté à l'autre. Et si nous voulons rappeler ce fait-là le plus ancien que nous avons dans notre histoire, nous sommes obligés de chevaucher aujourd'hui d'une province à l'autre. Il a été arrêté d'abord du côté ontarien, à l'embouchure de la rivière Métabetchewan ou Montréal. Ensuite, il a été arrêté 2 ou 3 jours du côté québécois pour faire une inspection, une découverte, si l'on veut, de la première mine reconnue comme telle dans l'Amérique du Nord, dans le canton de Guigues aujourd'hui. Et quelques jours après, il continuait sa route, il prenait la rivière Blanche de la province ontarienne. Et après avoir navigué quelques jours, il revenait du côté actuel québécois sur le lac Opasatika. Il a continué sa route. Il a traversé le fameux portage de la hauteur des terres, que je rêve depuis quelques années qu'il soit reconnu comme site historique. Et là, ça viendra bientôt, peut-être dans quelques mois, grâce à votre expédition que vous faites en ce moment. Ça sensibilise la population. Et là, les démarches ont déjà commencé pour que le passage qui coupe la route 117 soit réellement reconnu comme site historique, parce que c'est un passage, un portage qui a franchi notre expédition. Et là, ils étaient dans la province de Québec à ce moment-là. Ce passage-là, ce portage-là est dans la province de Québec actuelle. Ils sont arrivés au lac Abitibi, comme on l'a dit, et peu après, ils sont passés du côté ontarien pour se rendre à Baie James. Par conséquent, le voyage du chevalier d'Octroi lie les 2 provinces ensemble. Le côté québécois et ontarien. Le Témiscamingue québécois, le Témiscamingue ontarien ne se séparent pas. L'Abitibi ne se sépare pas non plus du comté de Cochrane. Parce que là, qu'Abitibi, un tiers à peu près dans Québec, les 2 tiers sont dans la province ontarienne. Alors nous devons faire un tout ensemble et on ne peut pas faire de l'histoire sans nous rencontrer, sans que chacun de nous se sente chez soi sur le terrain voisin, comme nous pouvons dire. Alors, ça explique, si on veut, ma présence ici. Ayant fondé il y a une dizaine d'années la Sûreté du patrimoine de l'Abitibi-Témiscamingue, j'avais comme rêve de piquer une pointe en Ontario. Et là, je dois dire aujourd'hui, je l'avoue, que notre bras droit, dans le moment, de notre Société du patrimoine de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est le Témiscamingue ontarien. On s'appuie sur l'école Sainte-Marie de New Lisgould pour sensibiliser la population, comme vous le faites ce soir. Et je peux bien dire, parce que j'espère bien qu'on ne parle pas à la radio, ni à la télévision, là, que nous avons plus de difficultés du côté du Québec qu'on a du côté de l'Ontarien. Qu'importe les raisons, on part le mouvement, mais on s'arrête en chemin et c'est un autre qui s'en vient nous pousser. Maintenant, on se donne la main et on marche bien comme cela. Pourquoi êtes-vous ici, vous, ce soir? Je m'adresse en particulier à ceux qui entreprennent cette expédition de 8 jours. Nous avons une phrase dans l'Évangile, la première phrase de Saint Jean. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu de nos oreilles, ce que nous avons touché de nos mains, nous vous l'annonçons. C'est le Nouveau Testament. On apprend mal notre histoire dans les livres, c'est incomplet. Mais quand on la vit, ce n'est plus la même chose. Et là, je termine avec une parole de l'abbé de Bellefeuille, dont nous avions célébré dimanche dernier
et on va surtout le célébrer de manière plus solennelle. Le 19 juillet de cette année, dans un mois, et là, ça sort du côté québécois. Enfin, tout on fait quelque chose de ce côté-là. Il faut célébrer le 150e anniversaire de la fondation du catholicisme de Témiscamingue. Et là, l'abbé de Bellefeuille, dans son 3e voyage, en 1838, a écrit cette note. Je pars et il avait une inquiétude, parce qu'il était fait de santé, il avait 43 ans. Je pars pour le voyage du lac Témiscamingue, je me rendais au lac Abitibi, et là je reviendrai par le lac Victoria pour aller fonder le catholicisme au lac Victoria. Et j'aurai à franchir 134 portages. Pour comprendre cette phrase-là, il n'y a rien de mieux que d'avoir un canot sur la tête, d'avoir un sac sur le dos de 50 à 75 livres et de grimper des récifs bien proches. Là, on comprend l'abbé de Bellefeuille malade qui calculait 134 portages. Et alors, je crois bien que quand nos jeunes reviendront avec leur professeur, ils pourront dire, on a franchi tant, on les a franchis. Je vous laisse avec ce mot-là. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et je remercie la Providence d'avoir ainsi réalisé les rêves que j'avais il y avait une dizaine d'années. Commandant, en avant, marchez. Gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche. Commandant, à la gauche, tournez. Commandant, au repos. Bonjour, gens du pays. Je suis le Chevalier de Troyes, premier commandant de l'expédition qui a quitté Montréal ce printemps le 30 mars 1686. Voici une partie de ma troupe qui se compose de 30 soldats réguliers et de 70 Canadiens. Avant de procéder avec plus de détails aux explications concernant mon corps expéditionnaire, je me présente. Chevalier de Troyes, français, militaire, 36 ans, commandant d'infanterie. C'est en France que j'ai appris le métier des armes. Je suis arrivé en Nouvelle-France que l'an dernier. J'ai quitté La Rochelle et j'ai traversé l'Atlantique en compagnie de votre nouveau gouverneur, Jacques-René de Brisbé, marquis de Denonville. Sa Majesté, le roi de France, m'a envoyé au pays pour diriger 500 soldats qui comptent faire des représailles punitives en pays Iroquois, nation qui ne cesse de harceler notre nouvelle colonie naissante. Durant la longue traversée sur mer qui a duré 2 longs mois, j'ai alors pris connaissance de la situation économique de la Nouvelle-France. L'Amérique est un monde en soi encore peu connu, mais déjà les pays d'Europe se morcellent le territoire. Sur la côte est de l'Atlantique à Terre-Neuve, les Hollandais sont déjà installés et une nouvelle colonie prospère se développe près du Manhattan. Par le nord, toujours à la recherche d'un passage pour se rendre aux Indes, Hudson de 1610 est le premier Anglais à pénétrer dans la mer qui éventuellement portera son nom, soit la mer d'Hudson. Nous, les Français, déjà depuis 1534, par la découverte de Jacques Cartier, nous dominons le cœur du pays étant installé le long de l'artère majeure, le fleuve Saint-Laurent. Tadoussac, Québec, Montréal et Trois-Rivières sont les établissements majeurs où 12 000 Français et Canadiens français y vivent. La richesse du pays, c'est la fourrure et la traite de fourrure. Je parle plus précisément du castor. Quelque temps après mon arrivée, en février 1685,
le gouverneur m'a assigné une tâche périlleuse, me rendre de Montréal à la mer du Thon pour 3 raisons majeures. Premièrement, déloger les Anglais installés à la baie, poste qui compromettait toute l'économie de la Nouvelle-France. Deuxièmement, fonder des postes de commerce de français à la baie afin de reprendre le contrôle du commerce de pelleterie, si vital à l'économie de la Nouvelle-France. Troisièmement, s'emparer du traître Radisson, coureur de bois exceptionnel, un des nôtres, passé aux Anglais et responsable à l'établissement de postes anglais à la baie, ainsi que la fondation de la Compagnie de la baie du Thon, compagnie anglaise qui deviendra à travers les temps une des compagnies la plus renommées de toute l'Amérique du Nord. Pour réussir et mener à bon point une telle expédition, il nécessite la formation d'un groupe d'hommes courageux et déterminés. D'une part, 30 soldats prêts à la guerre, capables d'exécuter des stratégies militaires nécessaires à la prise d'efforts. D'une autre part, 70 Français, dont la plupart sont des voyageurs, des coureurs de bois ou même des commerçants de fourrure. Ceux-ci génèrent l'énergie, l'enthousiasme et la détermination nécessaires pour surmonter de nombreuses embûches dans une telle expédition. Il faut des hommes avec une force physique et un courage peu ordinaire pour entreprendre un tel voyage. Ma troupe de 100 hommes se divise en 3 détachements appelés brigades. Chacune d'elles sont gouvernées par un commandant. Je vous présente mes 3 commandants. Jacques Lemoine de Sainte-Hélène, Ignace Cheraud de Chény de Saint-Denis et Pierre Lemoine d'Iberville. Jacques Lemoine de Sainte-Hélène, explique aux gens du pays ton rôle dans l'expédition. Comme vient de dire mon commandant, nous formons 3 brigades distinctes. Celle que je dirige se nomme l'avant-garde. L'avant-garde précède et assure la sécurité de l'ensemble de notre troupe. Nous sommes les premiers à être exposés en cas d'attaque. L'organisation par brigade assure également un déplacement plus rapide et efficace lors des portages. Ignace Cheraud de Chény de Saint-Denis avance et décrit ta tâche. Je suis le commandant de la brigade du centre, appelée corps de bataille. Notre groupe transporte la majeure partie du matériel de guerre, munitions et vivres. Même si mon commandant, le chevalier de Troyes, est rattaché à ma brigade, j'en garde le commandement, puisque ce dernier doit se déplacer périodiquement vers l'avant et vers l'arrière pour donner ses ordres. Pierre Lemoine d'Iberville avance et décrit ton rôle dans l'expédition. Je commande l'arrière-garde. Ma brigade couvre le corps de bataille et demeure constamment aux aguets contre une attaque vers l'arrière. Afin d'accomplir des tâches spécifiques au cours de l'expédition, il a été nécessaire à Iberville et à moi-même de choisir des hommes avec des habiletés et des intérêts particuliers. J'ordonne à mes 3 commandants de vous les présenter. D'abord, j'aimerais vous parler de ma famille. Mon père, Charles Lemoine, attiré par le goût de l'aventure, quitte sa famille en France alors âgé de 15 ans. Dès son arrivée au pays en 1641, il se met au service des Jésuites en Huronie pendant 4 ans. C'est là qu'il apprend à connaître les mœurs et les langues algonquines et iroquoises. Dès son retour à Québec, déjà mon père se fait remarquer par les autorités du pays pour sa qualité d'interprète auprès des Indiens. Très tôt, il assume des fonctions administratives à Montréal. Il se signale également par sa hardiesse et son courage lors d'attaques contre les Iroquois qui lui en veulent la mort. On se souvient même qu'un jour, lorsqu'il était allé à la chasse, il fut saisi par un groupe d'Iroquois qui voulait le mettre à mort. C'est grâce à sa présence d'esprit et à son éloquence persuasive qu'il convainca ses agresseurs que s'il le faisait périr, les troupes de soldats français nouvellement arrivés au pays les poursuivraient jusque dans leur bourgade. C'est alors qu'on les laissa partir. Voilà un exemple de débrouillardise toujours reconnu chez mon père. Mettant à profit ses connaissances des Indiens et toujours poussé par le goût d'entreprendre de nouvelles aventures, il se lance dans le commerce de fourrure. C'est un négociant fameux qui devint en peu de temps un riche commerçant. De fait, dans la colonie, il est connu comme un des plus riches citoyens de Montréal et propriétaire d'une grande seigneurie à Longueuil. En 1679, lors de la fondation de la Compagnie du Nord, il devint, avec mon oncle Jacques Lebert, un important actionnaire de la compagnie. Cette compagnie est en concurrence vive avec la Compagnie de la baie du Thon, qui avait quelques années auparavant établi des postes de traite à la baie James. C'est alors que les actionnaires de la Compagnie
du Nord résolurent d'organiser à leur propre fait et conjointement avec le gouverneur de la Nouvelle-France cette expédition que vous voyez devant vous. Il s'agissait d'aller déloger à nouveau les Anglais de la mer du Nord. Je tiens à vous faire remarquer que nous sommes 3 frères Lemoine sur cette expédition. Pierre, bien connu comme Iberville, Paul, sous le nom de Maricourt, et moi-même, Jacques Lemoine de Sainte-Hélène. Inutile de vous dire que nous sommes nous-mêmes d'importants actionnaires de la Compagnie du Nord. En terminant, j'en profite pour vous présenter un autre membre qui a des intérêts particuliers dans la Compagnie du Nord, le sieur de Chavigny. Je me présente, sieur François de Chavigny de la Chevretière. Je suis commis de la Compagnie du Nord, responsable du poste de traite de Matabichouane. Mon poste est situé sur une île à l'embouchure de la rivière Matabichouane, mieux connue sous le nom de la rivière Montréal dans le lac Témiscamingue. À chaque printemps, alors que les eaux des rivières coulent rapidement, l'Indien arrive au poste avec toutes sortes de fourrures d'animaux, dont celle du castor qui nous intéresse davantage. Voici une fourrure de castor que je viens de troquer d'un Indien. Remarquez la forme circulaire de la peau. Elle est étirée sur ces zones afin de faciliter le séchage. Cette peau est très bien dégraissée. Cette partie touchait la chair de l'animal. Remarquez le long poil de garde et le court poil qui ressemble un peu à du duvet. Cette peau est d'excellente qualité et le profit sera très élevé. Cette peau est très recherchée car présentement en Europe, la grosse mode, c'est celui du chapeau en castor. Tout gentilhomme qui recherche l'élégance se doit d'en avoir un à sa possession. Vous savez, plus son chapeau est haut, plus on reconnaît qu'il est riche et important. Et maintenant, je dois retourner à mon poste de traite sur le lac Témiscamingue. Nous venons d'entendre le sieur de Chavigny. Notre entreprise nécessitait l'expertise d'hommes de guerre. Voici 2 soldats, le canonnier et le grenadier. J'ai avec moi une petite pièce d'artillerie en fer massif avec une ouverture de 3 pouces. On s'en sert lors de l'attaque d'un fort pour lancer des boulets de plomb afin de défoncer les murs et les palissades afin de faciliter la pénétration dans l'établissement. L'ingénieur détermine l'angle de la visée afin d'atteindre efficacement la cible. Afin de tirer du canon, j'insère la mèche. Je tasse la poudre. Je pousse de l'étoupe. J'introduis la vitre brisée, la ferraille ou un boulet de plomb. J'allume la mèche.
Un bombardement peut durer des heures et même des jours. Je suis grenadier et comme mon camarade le canonnier, je suis soldat et j'ai reçu ma formation militaire en France. Les grenades sont très utilisées dans les expéditions militaires comme la nôtre. De la grosseur d'une orange, ce projectile chargé d'explosifs cause de sérieux dommages lors de son éclatement autour et à l'intérieur des bâtiments. Une fois la mèche allumée, elle est lancée par la force du bras en direction de l'ennemi. En voici une démonstration. J'allume la mèche. Et je la lance. Loin du pays de Sa Majesté, ces deux militaires sauront relever le défi en terre de Rupert. Voici deux autres membres qui vont vous expliquer l'importance de leur métier dans l'expédition. Je me présente Gédéon de Catalogne, soldat et ingénieur militaire. Dans mon pays natal, la France, c'est de moi que relevait la responsabilité de dresser des plans de construction de ponts ou traverses, de fossés et de bâtiments. Hélas, ici en Nouvelle-France et surtout dans une expédition comme celle-ci, je sens que mes talents et mes capacités sont sous-utilisés. Je constate que dans ce pays austère, les tactiques de guerre sont beaucoup mieux répandues par des coureurs de bois et des Canadiens. Les attaques canadiennes connaissent souvent beaucoup plus de succès que nos stratégies conçues dans le pays de Sa Majesté. Je me nomme Noël Leblanc et mon métier est celui de charpentier. On m'a engagé pour faire partie de cette expédition car on a prévu la construction de postes de commerce le long de notre trajet. En effet, ce sera à l'entrée du lac Abitibi que nous allons construire un fort et c'est là que mon métier sera le plus utile. C'est notre intention de le bâtir en pieux, flanqué de 4 petits bastions. Avant de terminer, je dois vous avouer, comme la plupart des membres de cette troupe, je n'ai jamais appris à nager. C'est en effet 4 jours après la construction du fort que Noël Leblanc, notre charpentier, un de nos meilleurs hommes, se noya en voulant sauter une chute avec Iberville. Comme nous vous l'avons déjà dit, nous sommes 70 Canadiens sur cette expédition. Et nous ne manquons pas d'enthousiasme. Regardons-les pendant un court moment de repos. Les voyageurs, vous n'êtes pas plus bas comme des chiens! Au nom de Dieu, cessez cette bagarre! Cessez cette bagarre! N'ayant qu'à peine la moitié du trajet de compléter. Conservez votre énergie, mes chers frères. Vous semblez avoir la mémoire courte. Vous ne vous souvenez plus que notre commandant, le chevalier de Troyes, a dû pour une sottise semblable en attacher un de vous à un arbre. Et si je me souviens bien, vous avez été humilié et révolté. Que notre bon Père du ciel vous pardonne de cette rage qui est si néfaste à la bonne esprit de notre groupe. De plus, demain matin, c'est vous deux qui allez servir ma sainte messe. Merci, Père Sylvie, pour votre bonne intervention. Nous sommes chanceux de vous avoir avec nous comme aumônier. Le Père Sylvie est d'ailleurs le premier prêtre à célébrer la messe dans le pays de Témiscamingue et des Abitibi. À toi, commandant du Chéné. En tant que commerçant de fourrure et comme actionnaire de la Compagnie du Nord, je tiens fortement à la réussite de cette expédition. Sans plus tarder, je vous présente l'aide-major, le sieur de Lanoux. Et ma tâche principale consiste à assister le major, le sieur de Maricourt, dans l'entretien du matériel.
Je dois m'assurer que le matériel ainsi que les armes soient toujours en bon état. En effet, notre matériel militaire comprend 130 fusils et leurs fourreaux, 50 pistolets, 100 baïonnettes, 50 grenades, 60 épées au sabre, 1500 livres de poudre, 4500 livres de plomb, 80 grandes haches, 150 petites haches, 100 pioches, pelles et bêches, 100 livres de camphre et de soufre, 50 paires de raquettes et 60 flambeaux. Malgré le long voyage et de nombreux portages, le matériel doit être protégé de l'humidité et les intempéries afin d'arriver à leur destination en bon état. Avant de terminer, j'aimerais vous faire part un peu de ma situation personnelle. Lors de mon retour à Montréal, je comptais épouser Catherine, la sœur de ses 3 frères Lemoine. Mais depuis le début de l'expédition, j'ai sauté plusieurs rapides fort dangereux avec ces derniers. Je vous dis que leur témérité et leur goût du risque a fait en sorte que nous avons frôlé la mort à plusieurs reprises. Tellement que je me demande si je ne devrais pas remettre en question ma décision de faire partie de cette famille de casse-cou. Est un marin, un pilote renommé, qui entreprend avec nous son 3e voyage vers la mer du Sud. Il s'appelle Pierre Allemand. Puisque nous avons l'intention de nous emparer d'un navire anglais au fort Moussigny, ses services nous seront de grande aide pour conquérir les 2 autres forts, le fort Rupert et le fort Albany. À vous, Sir Allemand. Dans l'expédition, je suis cartographe du projet et commissaire de vie. C'est en tant que marin que j'ai eu l'occasion de me spécialiser en cartographie. En effet, avant le départ, j'ai dressé la carte de notre trajet. Nous avons parti de Montréal le 30 mars de cette année, soit 1686. Nous avons donc quitté avant la débâcle des glaces. Il a fallu 50 traînes sauvages tirées par des chiens pour transporter le bagage, les munitions et les vivres, tandis que les 35 canots environ furent charriés sur des traîneaux. Comme commissaire de vivres, j'aimerais vous donner un aperçu des provisions que j'ai dû prévoir. 2000 livres de l'or, 8000 livres de biscuits, 1000 livres de riz, 60 minutes de blé d'Inde, 60 minutes de pois et 250 livres de jambon. Je tiens à vous signaler que ces vivres étaient le minimum nécessaire pour nourrir les hommes. Le 5 avril, nous nous sommes arrêtés au Lonceau. C'est là qu'on a vu le fort où Doulard des Ormeaux et ses 17 braves ont donné leur vie en héros il y a 26 ans déjà en voulant protéger la jeune colonie contre les Iroquois. De là, on a monté la rivière des Outaouais jusqu'à la fourche de la Matawan, actuellement connue comme Mattawa. C'était le 13 mai et il neigeait. Puis on poursuivit vers le nord sur l'Outaouais jusqu'au lac Témiscamingue, où nous nous sommes arrêtés pour 3 jours à la Compagnie du Nord, établie là depuis 1679, c'est-à-dire 7 ans passés. C'est là que 14 Français nous ont accueillis chaleureusement en nous tirant des coups de fusil. Pendant que le frère Lemoine voyait aux affaires de la Compagnie du Nord au poste Matabitchouan le 19, 20 et 21 mai, le chevalier de Troyes va en personne, accompagné d'un nommé Cognac, reconnaître une mine de plomb. C'est d'ailleurs à cet endroit, au Témiscamingue, qu'on découvre la première mine au Canada. Moi, personnellement, sur l'île du Chef, dans le lac Témiscamingue, le 25 mai à midi, j'ai pris hauteur avec mon astrolabe et trouvé 47 degrés 36 minutes de latitude. Ces mesures me permettent de préciser l'exactitude de ma carte. L'avenir nous le dira bien si ma marge d'erreur était si grande que ça. Puis avant de quitter le lac Témiscamingue, sur une petite île à l'embouchure de la rivière Blanche, le père Sylvie célèbre la messe. Ensuite, nous allons monter la rivière Blanche et fourcher à droite sur le Wendigo, puis par une série de petits lacs et longs portages, atteindre le lac Opasatika et la ligne de séparation des eaux.
Nous espérons atteindre cet endroit le 31 mai, 62 jours après notre départ. C'est de la hauteur des terres que l'eau coule vers les Anglais, c'est-à-dire vers la baie James. Nous avironnerons avec le courant et notre vitesse va s'accélérer. Du lac d'Assura, par la rivière Canasta, nous atteindrons le lac du Parquet, puis par la rivière du même nom, nous atteindrons le lac Abitibi. À l'entrée du lac Abitibi, nous bâtirons un poste de traite, puis par la rivière Abitibi, nous nous rendrons aux 3 forts anglais à la baie James. Vous êtes un membre de grande valeur à notre expédition. Vos services sont appréciés. C'est maintenant un de nos soldats qui va vous démontrer son équipement militaire. Je suis le soldat français et j'ai reçu ma formation militaire dans une école d'infanterie en France. Comme soldat, je possède l'équipement nécessaire pour me défendre et aussi pour attaquer lors de combats, pour attaquer lors de campagnes militaires. Très compact, mon sac à dos a été confectionné pour son utilité. Couteau, fusil et baïonnette sont toujours à ma portée en cas d'attaque. Mon vêtement avec ses multiples poches sont aussi très pratiques. Regardez ces bottes de combat, faites de cuir durable, dotées d'un excellent support à la cheville, pourvu d'une semelle dure pour nous donner l'endurance nécessaire lors de vrais combats. Ainsi, vous pouvez constater par vous-même que l'équipement d'un soldat est nettement supérieur à celui de ces Canadiens coureurs de bois. La France, comme vous venez de le constater, a des soldats fort bien équipés. Bon, voici venir un Canadien qui va vous expliquer le mode de transport que nous utilisons dans l'expédition. En effet, ce canot aussi est celui d'Iberville. C'est un des canots que nous avons traité avec les Indiens du fort Témiscamingue. Il a 16 pieds de long, 3 pieds de large et 1 pied de profondeur au centre. Il est fabriqué d'une seule écorce de bouleau blanc. Pour lui donner sa forme, il a fallu que l'Indien le coupe à différents endroits et le coude avec des racines d'épinette. Cette même racine fut fendue pour la rendre plus mince afin de relier l'écorce au plat-bord. Les côtes, ainsi que les fines lamelles du fond et les côtés intérieurs sont également fabriqués en cèdre. Pour le rendre étanche, les coupures cousues avec des racines sont imprégnées de gomme d'épinette, ce qui fait une embarcation très légère, ne pesant qu'environ 70 livres. Pour faire avancer ou diriger ce canot, chaque canotteur utilise un aviron comme celle-ci. Il comprend 4 parties: la poignée, le manche, le collet et la pale. La hauteur de l'aviron se mesure du sol au menton. Oui, il est fait de bois dur, ordinairement de bouleau. Ces embarcations peuvent contenir
au-delà de 200 lits de cargaison, en plus de 2 canoteurs. Malgré cette lourde charge, chaque canot peut se déplacer au-delà de 1 lieue à l'heure, c'est-à-dire environ 4 000 et demi à l'heure, lorsque les avionneurs pagaient à 100 coups à la minute. Maintenant, voici la façon que l'on s'y prend pour se placer le canot sur les épaules et faire un portage. Ces Canadiens qui débordent d'énergie travaillent parfois jusqu'à 18 heures par jour. Une expédition militaire comme la nôtre serait impensable sans les services d'un chirurgien. C'est pourquoi ce dernier va vous démontrer de la façon dont il soigne ses patients. Je suis le chirurgien de cette expédition. Mon rôle est de soigner les malades et les blessés. Justement, nous en avons 3 qui ont besoin de soins immédiats. Voyageur, explique-moi ta plainte. Il y a 5 jours, lors d'un portage, je me suis pénétré un morceau de bois dans le bras gauche. Pourquoi m'en as-tu pas parlé? Ben, je pensais pas que c'était sérieux, mais de plus en plus, bon, ben, ça l'enfle, puis je m'en viens fiévreux. Ah. Il va falloir ouvrir cette fosse pour faire sortir le poison. Premièrement, on va stériliser le bistouri. Ensuite, on va couper cette bosse à froid. Ensuite, on va appliquer du sel de table pour stériliser, que tu devras appliquer 3 fois par jour. Ensuite, on va placer un bandage. Suivant! Oups! Je lui ai donné de l'eau de vie en masse. Il s'est ouvert la jambe jusqu'à l'os d'un coup de hache. C'est bon, il se lamentait comme un Jérémie. C'est bon, mon ami, ça de l'eau de vie, c'est bon pour la douleur et puis pour diminuer la faculté centrale. Il va falloir... Oh, quelle belle entaille, la plus belle de la semaine. On va sortir la babiche. Et puis on va coudre la plaie. On va stériliser la plaie avec du bon rhum. Bon, on va mettre un bandage. Oh, je pense que c'est bon jusqu'à mes James. Salut. Suivant.
entendu crier tantôt, un maniaque m'a pitché une grenade lorsque j'étais accroupi d'un blouson avec les culottes baissées. Il va falloir amputer. Premièrement, il faut lui donner une anesthésie. Faut appliquer un tourniquet. Il faut faire chauffer une pierre de métal. Puis on en ampute. La nourriture pour les marrons. On applique le fer chaud pour contrôler l'hémorragie. Tu commences à travailler ici. On applique un autre bandage. Tu montes et puis tu rentres ça. On lui donne un petit coup de fort pour l'anesthésie, pour la douleur. Mais moi, des fois, j'en ai de poison et tout. Comme vous avez pu le constater, la chirurgie moderne est simple, mais très efficace. À toi, commandant d'Iberville. Je suis Pierre Lemoine, sieur d'Iberville, un des trois lemoines de cette expédition. En plus d'être deuxième commandant du détachement, je suis commandant de l'arrière-garde et je commande les Canadiens. Je n'ai que 25 ans, mais mon pays, je le connais et je l'ai à cœur. La mission qui nous a confiée la Compagnie du Nord et le gouverneur de la Nouvelle-France, c'est-à-dire de chasser les Anglais de la mer du Nord et d'y construire des postes de traite français. Cette mission, nous l'accomplirons. Mais défendre les intérêts de la Compagnie du Nord, c'est défendre les intérêts même de la Nouvelle-France et d'y permettre une expansion jusque la baie du Thon. Je m'arrête dans cette envolée pour vous présenter les membres de ma brigade. Tout d'abord, le major sieur de Maricourt. Je me nomme Paul Lemoine, sieur de Maricourt, le plus jeune des trois frères Lemoine de l'expédition. En tant que major, je suis responsable, avec le sieur de Lanoux, de la surveillance et de l'entretien du matériel de guerre. Je vous assure que ce matériel a dû passer à travers plusieurs intempéries. Je vais vous en parler d'un d'entre elles, dont nous avons failli perdre une bonne partie de notre matériel ainsi que des vies humaines. Le tout a commencé lorsque les canoteurs de l'arrière-garde ont allumé un feu. Ce dernier, poussé par un vent violent, brûle rapidement le bord d'un lac que nous venions de traverser et parvint à nous rejoindre. Imaginez-vous que nous étions à faire le plus long portage de toute l'expédition. Un portage de 1500 pas, lorsque tout à coup, le vent change de direction et envoie ses flammes effroyables en plein dans notre sentier. Ça a tout pris que l'on sorte du bois avec nos bagages sans se faire brûler vite. Une fois sortis, nous nous précipitons dans l'eau avec nos canots. Il fallait à tout prix empêcher les flammes et les étincelles de venir en contact avec la poudre, sans quoi ça aurait été la fin de notre expédition. Heureusement, nos hommes ont eu la présence d'esprit de recouvrir rapidement leurs canots avec des couvertures mouillées. Ceci explique que nos pertes furent minimes. En effet, nous n'avons que perdu qu'un seul canot, quelques poches de blé d'Inde et des fusils. Imaginez-vous, nous avions des grenades dans un sac dont toute la toile a brûlé sans qu'aucune grenade n'explose. Nous avons vraiment été épargnés d'une catastrophe. Sortir sain et sauf d'une telle mésaventure démontre bien la rapidité et l'efficacité avec laquelle peuvent agir nos hommes.
Voici un Canadien dont ses services sont fort utiles. Je suis le forgeron. On m'a embauché dans cette expédition pour construire sur place, à partir de tiges métalliques, comme celle-ci, différentes pièces telles que des ciseaux à bois, des pentures, des chaînes, des fermetures de portes, des bords de porte, des ancrages, des angles de retenue, des crochets et beaucoup d'autres pièces métalliques. En effet, nous utilisions ces pièces dans la construction des forts, comme celui de l'Abitibi. Suite aux attaques des forts que nous comptons prendre à la baie James, j'anticipe plusieurs réparations de peinture et de bien d'autres fracas. Dans chaque fort, on y trouve une forge, car il faut battre le fer quand il est chaud. Je remarque que ce n'est pas seulement le fer qui est chaud. En voici deux qui commencent à se réchauffer. Ah, ce sont deux célèbres coureurs des bois, bien connus par chez nous. Tiens, mon Saint-Germain, prends un petit coup, il n'y a rien de meilleur qu'un petit blanc de Nouvelle-France. Ah, que ça me donne le goût de chanter. Prendre un petit coup. Ah ouais, belle folle, chante avec moi. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Prendre un gros coup, c'est dur de faire les portages. Prendre un petit coup. Des fois, c'est mieux. Ben, Saint-Germain, à soir, on va fêter ça. Ça fait longtemps qu'on marche en avant de la troupe. Aujourd'hui, je l'ai eu, mon orignal. Ouais, mais c'est moi qui l'ai vu le premier. Mais c'est moi qui l'ai caboché. En tout cas, à soir, c'est un vrai régal pour tout le monde. La bonne viande fraîche, puis du petit blanc. Mais moi, Saint-Germain, je suis pas certain de la route qu'on va suivre. Si Iberville m'a choisi comme capitaine des guides, c'est que je connais tout ça, ce territoire-là. Ça fait longtemps pour de ça. Vous voyez pas tout. Dès 1673, j'ai bâti mon premier fort sur la rivière des Abitibi, parce que les Indiens aimaient bien mieux venir négocier avec moi qu'aller négocier avec les Anglais. T'es-tu bien certain, tu négociais seulement qu'avec les Indiens? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Bellefeuille? C'est pas là que t'as rencontré ton Indienne? Fais attention à ce que tu dis de ma femme, toi. C'est une femme bien respectée dans sa tribu des Abitibi. Oh, ma chère Antoinette, que je m'ennuie donc de toi. Ben tiens, avant d'être trop romantique, prends un autre petit coup. Moi, je suis pas encore convaincu de la route qu'on va suivre. Moi, j'ai toujours entendu la route qui partait à la tête du lac, montait la rivière des 15 et sautait à hauteur des terres. Oh oui, je la connais, cette route-là. Mais as-tu oublié qu'on a 35 canaux, 100 hommes, puis plus de 25 tonnes de matériel, puis ben des fusils. Avec toute la circulation que sur cette route-là, on aurait été retenu pour des jours puis des jours de temps. Assez longtemps pour mettre la puce à l'oreille à des traiteurs qui auraient pu avertir nos ennemis à la baie. As-tu oublié, Bellefeuille, qu'on a un guide indien avec nous autres? Le fils du chef Wabi. Hey, Cognac, viens ici! Viens ici! Tu connais ça, cette trajet ici? Oui. Wabi, ancien Wabi, vivent ici longtemps avant le visage pâle. Ah ouais, continue, raconte. Indien dit beaucoup de choses. Si Indien avoir ou de feu. Ouais, continue, Wabi. Wabi, grande famille algonquin, chassé castor, doute, pécan, bison, renard. Avant fourrure français aux Français. Avoir grand fusil. Français. Wabi connaître lac, rivière, la paix des Témiscamingues, des Abitibi. Où tu regardes par là? Windigo. Grand esprit Windigo. Surprendre en blanc. Quand neige arriver, grand fois arriver aussi.
faire disparaître en blanc. Ami indien, tu es bon guide, mais le grand esprit Wendigo dont tu nous parles ne nous fait pas peur, et nous avons Dieu avec nous. Notre guide indien et nos valeureux coureurs de bois nous conduiront à travers les embûches avec l'aide spirituelle du Père Sylvie. Notre intention par cette expédition est de conquérir le territoire afin d'avoir le monopole du commerce. Pour bien réussir cette prise de possession, nous installerons en permanence en bâtissant des postes d'échange. C'est pourquoi, sur le lac Abitibi, lors de notre passage, au début du mois de juin, nous construisons des postes d'échange. Je vous présente le commis qui prendra charge du poste pour y représenter la Compagnie du Nord. Je me nomme le sieur de Syrie. Je serai responsable du port Abitibi. Mon travail dans ce poste va consister à faire le troc, c'est-à-dire échanger les fourrures contre des objets fabriqués. Tous les printemps, les Indiens viennent au poste avec le canot chargé de fourrure. Ils échangent de fourrure contre des couteaux, des haches en métal, des marmites en fer, des fusils, des couvertures, des étoffes, des pics à glace, des aiguilles et d'autres objets venant de l'Europe. Après le troc, le travail ne s'arrête pas là. Il s'agit de classifier toutes les fourrures, de les tasser avec une immense presse et ensuite de les attacher en ballots. Tout l'été, je travaille d'arrache-pied pour des provisions en vue du long hiver. L'hiver, le seul mot suffit à me faire passer à ma solitude, car souvent il n'y a personne pour des lieux à la ronde, même en cas de maladie. Quand les voyageurs apparaissent après leur longue course devant le fort, c'est une grande joie pour tous. On tire du fusil et on va à leur rencontre. L'accueil est chaleureux et très souvent il y a des régals. En voici un voyageur qui nous arrive. Bonjour, voyageur. En effet, je suis voyageur et j'en suis fier. Je n'ai que 20 ans, mais déjà l'Outaouais, la rivière des Français, le Grand Lac des Hurons, jusqu'à Michili-Mackinac est une route dont je connais chaque portage et chaque rapide. Ça fait 3 ans consécutifs que je passe par là. C'est une route dont nous utilisons de grands canaux de remède, très différents des canaux du Nord que nous pagayons actuellement. Malgré ma petite taille, mes 135 livres, je suis fort et endurant. Je n'hésite pas à avironner jusqu'à 18 heures par jour. La plupart du temps, je me satisfais de nourriture séchée. Les mouches noires et les moustiques, croyez-moi, sont responsables de plusieurs jours. Lorsqu'Iberville m'a proposé de se joindre à son groupe, j'étais très fier car j'étais considéré un des meilleurs canoteurs et portageurs des pays d'en haut. Cette aventure à la mer du Son m'a enthousiasmé à un tel point que j'ai même laissé ma fiancée pour cette aventure. Voici comment je transporte mes bagages. C'est avec un sac à dos comme celui-ci. Ensuite, je n'hésite pas à y rajouter jusqu'à 2 ballots de marchandises dont chacun pèse 90 livres chacun. Cette courroie sur le front peut transporter des charges extraordinaires. Vous remarquez cette ceinture fléchée à ma taille? C'est ma fiancée qui l'a tissée elle-même. Ça lui a pris tout un hiver pour la terminer. En plus d'être fort belle, ma ceinture est le gage de notre amour éternel. Chaque soir sur ma tête, lorsque je m'endors, mes pensées et mes rêves retournent à ma bien-aimée. Ma ceinture sert à plusieurs autres fins. Elle réchauffe mon dos lors des traversées venteuses et combien de fois elle a servi de lien ou de ceinture de portage. Même si je vis une vie dure, j'aime mon travail. Le vent, la pluie, le froid, la solitude et les insectes ne surpassent pas la satisfaction d'une expérience en plein air et la joie de vivre de nouvelles aventures à tous les jours. Ces Canadiens sont d'une race qui ne veut pas mourir. Je pourrais conduire ces Canadiens au bout du monde tant qu'ils ont à cœur cette entreprise. Intrépidité, courage, ténacité, bravoure. Toutes ces qualités, les Canadiens, ils les possèdent.
Pour 20 livres de salaire par jour, vous ne pouvez pas dire qu'ils veulent s'enrichir. La gloire et la grandeur de notre pays, ils veulent tous la partager. Ces coureurs de bois et ces voyageurs sont insurpassables dans cette contrée si pénible à traverser. Je peux dire sans hésitation et sans scrupule qu'un de nos Canadiens vaut 3 de nos soldats réguliers. Mais assez. Voici comment, sous les ordres du commandant général, nous prévoyons nous emparer du premier poste à la baie, le fort Moussigny. Canadiens, soldats, en formation! Nous prévoyons arriver à la baie vers le 20 juin. L'élément de surprise compte prévaloir. Il est fort possible que des navires anglais soient à ravitailler le fort. Le fort Moussigny est entouré d'une palissade de 18 pieds de hauteur. Au coin, 4 bastions ou points de canons. L'entrée principale, face à la rivière. Tous ces détails, nous les tenons des Indiens revenant du fort. Afin de pénétrer, nous ferons une fausse attaque sur les flancs, couper la palissade et encore avec le bélier, enfoncer la porte. Épées à la main, Canadiens et soldats, soutenus du reste de nos gens, favorisés par l'élément de surprise, nous nous emparons du fort qui a ni garde ni sentinelle. En une demi-heure, ce poste sera le nôtre. Ce projet, cependant, ne sera complet que lorsque nous parviendrons à s'emparer et à prendre possession, surtout au-delà des Grands Lacs, la mer du Nord, jusqu'au golfe du Mexique. Vive le Chevalier de Troyes! Vive le Chevalier de Troyes! Vive la Nouvelle-France! Vive la Nouvelle-France! Vive Iberville! Vive Iberville! Iberville, là ta première plume à ton chapeau. Aux voyageurs. Juste le refrain. Juste le refrain. Ah, les autres en chantent, puis les autres chantent aussi.